Dans le ciel s'étiraient lentement de basques et nuées grises, et sous elles miroitait que la surface de l'étio, semblable à l'acier poli par des milliers d'heures de tempête. Un petit village, blotti au pied des falaises, vivait dans un silence méfiant. La fin de l'été y était toujours un temps d'inquiétude, quand la mer n'épargne déjà plus personne, mais n'a pas encore déchaîné sur le rivage sa colère hivernale. Irsa se tenait près du quai, les épaules couvertes d'un châle de laine, guettant du regard chaque vague, chaque variation de couleur sur le haut. Ses paumes sentaient nanter le poisson et le goudron, ses ongles étaient noircis par le sel et les cordages. Dans l'air, flottait une tension encore insaisissable, mais déjà proche. Vers le soir, à l'ouest, étaient apparus des voiles, un lourd navire marchand avançant contre le vent. Les gens du rivage savaient déjà. Des étrangers cherchaient un havre tranquille avant la tempête. Irsa n'aimait pas ces jours-là. Les étrangers apportaient des nouvelles, du bruit, des éclats de rire et l'odeur des terres lointaines. Et avec eux, l'inquiétude. Leurs yeux voyaient souvent ce que les habitants préféraient oublier. Quand le Kneur entra dans le fjord, le vent cessa de mugir, comme si la nature elle-même écoutait. Le capitaine du navire connaissait ses regards méfiants, presque hostiles. Mais faire halte ici avait déjà sauvé son équipage plus d'une fois. À ses côtés se tenait Thorvald, son bras droit, grand, robuste, silencieux, les yeux de la couleur de la glace du Nord. Thorvald se tenait à la poupe, abritant sa bouche de sa main pour se protéger des embruns. Des barques étaient sorties à leur rencontre. Les pêcheurs criaient des indications, leur montrant où passer sans danger. Thorvald entendit pour la première fois leur accent, rude, imprégné de vieux mots norvégiens, que l'on n'entend plus guère hors de ces fjords. Il nota malgré lui combien de femmes il y avait sur le rivage, fortes, droites, assurées. Dans ce pays, la vie tenait autant aux mains des femmes qu'à la force des hommes. Quand le navire atteignit enfin le quai, la terre sembla pousser un soupir. Les marins se mirent à décharger les tonneaux de sel, de tissus, de poteries, de fourrures. Les villageois restaient en retrait, jusqu'à ce que Brynhild, la vieille guérisseuse, s'avance la première. Tous la connaissaient, dans les herbes, les rumeurs et les affaires si secrètes. Nul ne l'égalait. Elle sourit au capitaine et lui lança une ancienne bénédiction. « Que la mer soit clémente envers tes hommes. » Irzia aidait à tirer les tonneaux sur le rivage, ajustait les cordages, indiquait le sol plus ferme sous les pas. Ses gestes étaient précis, assurés, presque masculins. Son père l'avait instruite dès l'enfance, et elle maîtrisait son art. À son cou, brillait un talisman de bronze figurant une nef. Thorvald la remarqua aussitôt. Elle se mouvait parmi les gens comme si elle avait toujours su ce qu'il fallait faire, sans un mot de trop. Quand la tempête frappa enfin les falaises lointaines, la première goutte de pluie effleura les lèvres de Irsa. Tout l'équipage gagna la taverne, où l'on avait allumé le feu. L'air était baturé d'odeurs de poissons fumés, de miel et de résine. Thorvald fermait la marche, vérifiant les tonneaux, et quand il leva la tête, il vit Irsa. Elle se tenait près du quai, regardant le navire. Son regard n'était pas seulement attentif. Il portait un défi intérieur, comme si elle parlait à la mer elle-même, sans mots, mais par le silence. Le navire grinçait, le vent hurlait, et sa silhouette semblait partie intégrante de la côte, frêle et obstinée. Il s'approcha et l'appela doucement. Elle se retourna, ses yeux étaient plus sombres qu'il ne l'avait pensé, de la couleur de l'ambre mouillé. Dans leur éclat se reflétait la lueur froide de l'osseau. Thorvald dit qu'il cherchait un endroit où acheter du poisson séché ou du pain pour l'équipage. Irsa répondit brièvement. La maîtresse de la taverne avait tout ce qu'il fallait, mais si cela lui convenait, elle lui montrerait le chemin. Dans sa voix, nul empressement ni peur, seulement la réserve calme d'une femme habituée à se tenir droite, pour qu'on ne lise pas trop profond en elle. Ils longèrent à la rive. Le vent tirait sur leurs vêtements,
Les vagues roulaient sur les pierres, à quelques pas. Dorval voulut demander pourquoi elle ne prenait pas la mer, elle qui maniait les filets avec tant d'adresse. Mais il se retint. Ses pas demeuraient sûrs jusqu'au bout du sentier. Mais dès que l'eau chaude approchait trop près, elle s'arrêtait à peine perceptiblement. Devant la porte de la taverne, Yrsa hésita, comme à contre-cœur. Du dedans montait un des rires et le bruit des chopes. Thorvald haussa un sourcil. Elle dit qu'elle n'aimait pas la foule des marins. Trop souvent, ils apportaient maintes des paroles inutiles. Il sourit. Sans doute les apporte-t-il même quand ils se taisent. Elle le regarda et sourit pour la première fois. Un peu seulement, mais assez pour qu'un feu tiède s'allume dans la poitrine de Thorvald, comme venu d'un foyer intérieur. Dans la taverne, il faisait chaud et lumineux. Des centaines d'ombres tordues dansaient sur les murs. Les femmes servaient l'hydromel. Les hommes racontaient leurs expéditions. On entendait les noms de Jarls de Konungs, des rumeurs de guerres au sud. Certains débattaient à voix haute de la faveur des dieux cet été. D'autres décrivaient que les monastères des côtes étrangères, devenus plus riches que jamais. Dans ces paroles se mêlait que le souffle de vieilles rancunes et d'espérances neuves. On vivait dans un équilibre fragile entre l'ancienne foi et le monde nouveau dont les rumeurs montaient du sud. Le baptême, les lois étranges, les dieux qui interdisent les sacrifices. Thorvald s'était assis près du feu, écoutant, mais son regard retournait souvent vers la porte, où Yrsa apparaissait de temps à autre. Elle apportait à l'hôtesse un panier de poissons, l'échangeant contre quelques pièces. Il voyait la lumière du feu couler sur ses cheveux couleur de cuivre, l'ombre du brasier glisser sur son visage. Chacun de ses gestes était léger, inconscient même, mais précis, rien de trop. Quand elle se prépara à partir, Thorvald se leva et la rejoignit près de la sortie. Dans ses mains, une simple chope où restait un peu de miel. Il demanda si elle lui vendrait du poisson pour la route. Elle sourit à peine. « Il est trop tôt pour partir. La mer ne vous laissera pas avant l'aube. » Il haussa les épaules. « Alors j'achète aussi la tranquillité. » « Peut-être ta marchandise apaise-t-elle les tempêtes. » Elle répondit sans se retourner. Les tempêtes ne s'apestent pas, on les attend, si l'on sait quand elles vont venir. Ils sortirent, le ciel s'assombrissait, la pluie bruissait, les étoiles se cachaient sous les nuages bas. Le feu de la taverne restait derrière eux et seuls les grondements de la mer emplissaient l'espace. Thorvald demanda depuis combien de temps elle vivait ici. Yrsa hocha la tête. Depuis l'enfance. Il remarqua qu'elle gardait toujours ses distances avec Loïo, même quand le sentier se faisait étroit. Alors il dit « Tu crains la mer, pourtant tu vis en son bord. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle regarda le fjord. Elle prend tout ce qu'elle aime, mais elle nourrit de ce qui reste. On ne peut pas la haïr. Thorvald voulut encore questionner, mais comprit qu'au-delà s'étendait une frontière, qu'il valait mieux ne pas franchir. Ils restèrent silencieux, écoutant le vent siffler entre les rochers. Il croisa son regard et distingua quelque chose d'étrange, à peine perceptible, comme un reflet de prophétie. Cette rencontre n'était peut-être pas fortuite, mais l'écho d'une ancienne histoire commençait bien avant d'eux. Quand ils se séparèrent, Yrsa prit le chemin des maisons et Thorvald resta face à la mer. Sur un promontoire lointain, il aperçut une flamme, stable, douce, semblable à un fanal. Brynhild racontait qu'à chaque tempête, cette lumière s'y allumait, comme une prière murmurée aux dieux de la mer pour leur clémence. Il la regarda longtemps, pensant à la jeune femme aux yeux d'ambre. La mer grondait à ses pieds, lourde, et le souffle des tempêtes vibrait dans l'air. Pour la première fois, Thorvald eut le sentiment que cette côte gardait davantage que de simples maisons fatiguées de pêcheurs. Ici, au fond du fjord, sous la voûte des falaises, vivait un mystère, à moitié oublié, à moitié sacré. Et peut-être la femme qui se tenait un peu en retrait de l'eau en faisait-elle partie. Ce soir-là, l'air resta étrangement immobile.
comme avant l'orage, quand la mer respire encore calmement, mais que chaque vague porte déjà sa menace. Yrsa se tenait sur le seuil de sa maison, regardant les ténèbres ramper de tous côtés. Son père portait des seaux de sable, comblant les fenêtres basses pour que le vent n'arrache pas les volets. Un frisson la parcourut, non de froid, mais de souvenir. Le bruit de la mer s'amplifiait, et dans ce son vibraient trop de choses du passé. L'écume, le vent, le fracas du bois, le cri de sa mère quand la vague avait retourné la barque. Yrsa n'avait pas plus de 7 ans alors, mais cet écho vivait encore en elle. Elle avait survécu par miracle, mais la peur de l'eau s'était ancrée au plus profond de son cœur, comme le sel dans une plaie. Quand les premières gouttes pesantes frappèrent les toits, on barra les portes du village. Le vent surgit soudain, telle une bête. Les fanions se déchiraient sur les mâts, les cordages claquaient, les perches cédaient. Au loin grondèrent les pierres dévalant des falaises. Tout vibrait autour. Ici un pot tombait d'une étagère. Là un chien hurlait vers le ciel. Le capitaine du navire étranger, abrité dans la baie, savait que s'il ne consolidait pas son bâtiment, le fjord pourrait l'engloutir avant l'aube. Il cria à Thorvald de rassembler les hommes pour vérifier les amarres. Thorvald obéit sans un mot et descendit sur la grève avec 3 marins. Les pierres glissaient sous leurs pas. Le vent leur fouettait le visage, cherchant à les aveugler. La mer bouillonnait. Des lambeaux d'écume pâle roulaient dans la nuit. Des feux brûlaient au loin pour servir de repère. Yrsa regarda par la fenêtre, vit la lumière des torches danser sur les vagues. Et l'angoisse la saisit plus fort encore. Elle ne voyait pas Thorvald, mais savait qu'il était là, entre la fureur et la mort. Pourquoi cela lui importait-il? Elle n'aurait su le dire. Seulement, son cœur se serra douloureusement, comme si après tant d'années de silence, il se souvenait enfin de ce que c'est que sentir. Sur le quai, l'agitation humaine se transforma en panique. L'un des cordages céda et le navire, comme un être vivant, s'ébranla violemment, arrachant les attaches restantes. Les cris se mêlèrent aux hurlements du vent. Le capitaine ordonna de mettre une chaloupe à l'eau, de s'approcher du navire, de tendre l'ancre. Thorvald sauta le premier dans la petite barque, suivi de 2 hommes. Mais avant qu'ils n'aient le temps de pousser, une rafale recouvrit la mer d'une vague nouvelle. L'eau se dressa en mur et s'abattit sur eux. La barque fut soulevée, renversée, et les silhouettes sombres disparurent dans l'écume déchaînée. Sur la rive, quelqu'un cria. Les hommes couraient, l'un jetait une corde, l'autre criait qu'il était trop tard. On appelait des prénoms, mais les vagues ne répondaient que par leur râle. Yrsa sortit de chez elle, sans savoir comment. Le vent arrachait ses cheveux de ses tresses, les jetant sur son visage. Les torches s'éteignaient l'une après l'autre. Elle ne voyait plus que de brèves lueurs et la blancheur de l'écume. Là dans la nuit, où les vagues engloutissaient tout, un manteau gris-brun luisait, une tache sombre dans le chaos de la mer. Elle reconnut cette couleur, ces gestes. Son cœur chavira. Tout en elle se battait. Ses jambes semblaient peser comme du fer. Son cri se perdit dans le vent. Il semblait que la terre elle-même la retenait, murmurant à travers la tempête. « N'y va pas. Pas maintenant. Pas pour lui. » Mais une autre voix, brûlante, vibrait sous sa poitrine. « Si tu ne fais rien, la mer le prendra, comme elle a pris ta mère. » Yrsa serra les dents, saisit une corde et courut vers la vieille barque amarrée au bord du quai. Les hommes siens qui renforçaient le bateau ne comprirent pas tout de suite ce qu'elle faisait. L'un s'écria « Folle, reviens !» Mais elle avait déjà poussé la barque à l'eau. Le froid mordit ses doigts. Ses mains tremblaient, mais s'accrochaient aux rames avec la ténacité de quelqu'un qui ne sait plus craindre qu'à moitié. Chaque coup faisait hurler ses épaules, mais elle ne sentait rien. Le vent projetait la barque sur les crêtes et la replongeait dans l'obscurité. La lueur des torches disparut derrière elle.
Il ne restait que le fjord noir et le ciel rugissant. Le sel brûlait ses yeux, sa robe l'alourdissait, mais Yrsa ramait. Sa respiration haletait, sa poigne demeurait ferme. Entre deux vagues, un faible cri se fit entendre, couvert aussitôt par la bourrasque. Elle se retourna, cherchant à distinguer l'origine. Thorvald luttait contre les flots un peu plus loin, tentant désespérément de rester à la surface. Ses paumes écorchées laissaient des traînées d'écume. Elle cria quelque chose. Le vent emporta ses mots. La barque faillit chavirer, mais elle tint bon. Elle lança une corde, manquée. Encore une, rien. Une vague heurta le flanc, et la barque fut projetée en l'air comme un éclat de bois. Yrsa tomba à genoux, s'agrippant au bord, puis se releva aveugle, acharnée. La troisième fois, la corde effleura sa main, et il parvint à la saisir. Elle tira de toutes ses forces. Ses muscles hurlaient, ses veines se tendaient, comme si le destin lui-même résistait. Quand Thorvald, à demi suffoqué, eut gagné la barque, Leatro déferla par-dessus le bord, menaçant de les engloutir tous deux. Il toussait, avalait l'air par fragments, les doigts quais glacés tremblants. Yrsa, oubliant tout le reste, se pencha vers lui, le souleva par les épaules. Ses yeux étaient troubles, mais la reconnaissance y passa. Elle se pencha, pressa ses lèvres contre les siennes, insuffla l'air dans ses poumons. Quelques souffles, quelques mouvements, et Thorvald reprit vie dans un grand sursaut de tout. Un instant, le monde s'immobilisa. Autour d'eux, seule la mer grondait. Yrsa sentit soudain où elle était. Sous eux, les profondeurs qu'elle n'avait pas osé imaginer depuis des années. Une vague de peur monta en elle, plus forte que le vent, que la douleur. Ses mains tremblaient, sa respiration se brisa. Elle fixait les flots, et il lui sembla que le fjord l'appelait, comme alors, jadis. Thorvald le comprit le premier. Il se redressa, saisit ses mains glacées, les força à se tourner vers lui. « Regarde-moi » dit-il d'une voix rauque presque éteinte. « Tu as déjà fait le plus dur. » Il garda ses paumes contre ses lèvres, les réchauffant de son souffle, jusqu'à ce que son regard s'éclaire. Puis il prit les rames et orienta la barque vers la rive. Le vent restait fort, mais il leur était favorable à présent. Yrsa haletait, les jambes baignées des eaux glaciales qui s'infiltraient par une fissure. Thorvald, de temps en temps, se retournait pour la regarder. Dans ses yeux brillait un respect muet, profond, comme s'il voyait en elle davantage qu'une fille de pêcheur. Le rivage les accueillit dans un tumulte de voix. Des mains se tendirent. On attrapa la corde. On tira la barque. Cris, rires, pleurs, prières le confondues. Un vieil homme murmura d'une voix tremblante. « Voilà les miracles du fjord. La file qui craignait l'eau a sauvé un marin. » Brynhild, postée sur le quai, leva la main vers Yrsa. Geste mi-bénédiction, mi-protection. Puis traça un vieux signe d'allégeance oublié de mots, mais non de puissance. Yrsa n'entendait presque rien. Ses jambes fléchissaient, son corps tremblait. Elle ne sentait plus le froid. Seulement cette conscience aiguë d'être en vie. Le navire étranger avait tenu bon. La tempête s'apaisait, mais en elle, la bourrasque ne cessait de croître. Son regard croisa celui de Thorvald. Il était tout proche, les épaules frissonnantes, ses cheveux égouttant l'eau salée, et dans ses yeux passait une lueur, timide, reconnaissante, chaude. Un garçon passa en courant avec une torche, et la flamme éclaira leur visage l'espace d'un battement. Dans cette clarté brève, ils semblaient hors du temps. Les vagues rugissaient encore, mais entre eux, régnait un silence et une tension, celle de deux souffles qui se rejoignent avant le premier baiser, encore absent, mais inévitable. Yrsa sentit que sa respiration suivait celle de Thorvald. La mer grondait tout près, non plus comme un ennemi, mais comme témoin, ancien, indifférent, éternel. Quand la tempête eut enfin faibli,
les barques et les hommes regagnèrent le village. Quelqu'un entonna un vieux chant sur la mer, qui prend et redonne. Yrsa marchait en arrière, sentant les pierres glissantes sous ses pas, chaque pas pesant comme une renaissance. Thorvald la rejoignit sur le seuil, posa sur ses épaules son manteau lourd, imprégné de sel. Il dit doucement « Tu m'as sauvé la vie ». Elle ne répondit pas, hocha seulement la tête. Les mots semblaient trop petits pour ce qui venait d'arriver. Plus tard, dans la nuit apaisée, le village endormi, elle retourna vers la mer. L'eau miroitait sous la lune, paisible et lasse. À la surface flottaient quelques débris de filets, reflets de feu lointains. Yrsa s'agenouilla, trempa les doigts dans l'eau. Il n'y avait plus de panique, plus de cris, seulement le battement doux du cœur, où peur et mer s'étaient été mêlés. La voix intérieure qui lui disait jadis de fuir le rivage s'était tue. Dans ce silence était née une autre parole. Non pas la soumission ni le défi, mais c'est la certitude. Elle appartenait à ce lieu, et nul ne pouvait le lui ôter. Au loin résonna le sourd choc d'une cloche, le signe de la foi nouvelle dans ces terres, mais les gens allumaient toujours leurs anciens feux, priant les vieux dieux. Yrsa regarda les étoiles se refléter dans l'eau et sut que sa vie, comme la flamme sur la falaise, ne serait plus la même. En une seule nuit, la mer avait emporté sa peur et lui avait rendu elle-même. Mais avec cela, elle lui avait apporté autre chose, un sentiment auquel on ne peut échapper, même au-delà des montagnes. Thorvald. Son image se dressait en elle, claire comme un feu dans la nuit froide. Elle se releva, s'éloigna lentement du rivage. Derrière elle, une vague clapota, douce, comme une promesse. Yrsa savait qu'à partir de cette nuit, tout avait changé. La mer, autrefois ennemie, était devenue témoin d'un serment silencieux, né du salut, de la peur et du toucher de lèvres glacées. La tempête ne finit pas d'un coup, longtemps encore. Le matin, le fjord respirait pesamment, comme convalescent. L'eau à thé, restait trouble, grise, saturée d'algues et de sel. Et sur les pierres du quai gisaient des filets déchirés, des morceaux d'écorce, des baquets éclatés. Les gens sortaient sans bruit, craignant de réveiller la mer trop tôt. Toute la matinée, Yrsa travailla auprès de son père, à démêler les lignes mêlées par la tempête. La peau de ses doigts, gonflée d'humidité, ne sentait plus la douleur. Depuis qu'elle avait tiré Thorvald des vieilles eaux glacées, une autre vibration habitait son corps. Ni peur ni bonheur, mais quelque chose de chaud, d'inquiet, sans nom. Après le sauvetage, Thorvald reposait dans la maison de Brynhild. La vieille femme lui faisait boire des tisanes de thym et de fleurs séchées, lui frictionnait la poitrine de baumes âpres contre le froid et les tremblements. On disait que c'était la fille du fjord elle-même qui l'avait arrachée au flot, et pour beaucoup, c'était un signe. La mer ne prend pas celui que de grands destins attendent encore. Quand Thorvald revint à lui, son premier geste fut de chercher le regard de Yrsa. Brynhild, plissant malicieusement les yeux, le vit et sourit dans sa barbe. Elle savait ce que de tels regards annoncent. Le lendemain, la mer s'était calmée, mais le navire restait amarré, trop endommagé pour oser affronter à nouveau les vagues. Le capitaine, marin chevronné et bourru, pestait d'avoir perdu un temps trop précieux, car le Jarl l'attendait sur l'autre rive, et chaque jour coûtait de l'argent. Mais les hommes se taisaient. Tous sentaient lorsque la mer ne les avait pas encore vraiment laissés partir. Thorvald, remis de ses forces, fut le sot le premier à gagner le quai. Son corps se souvenait encore du froid de l'eau, mais son âme brûlait d'un calme, étrange, inconnu depuis l'enfance. Il reconnut en lui cette gratitude rare qui naît d'une mort miraculeusement déjouée. L'air sentait la fraîcheur, et le soleil, perçant les débris de nuages, éclairait le village avec une douceur incertaine, comme s'il doutait lui-même de la paix après la tempête. Au loin, il aperçut Yrsa, agenouillée devant les filets, démêlant les nœuds rugueux. Le vent soulevait ses cheveux,
et chacun de ses gestes semblait d'une justesse parfaite, comme si elle parlait au cordage avec la patience d'une amie. Il s'approcha sans savoir que dire. Yrsa tourna la tête et sourit sobrement, de ce sourire des yeux qui ne cherchent pas à plaire, mais qui jaillit d'une vraie joie trop intime pour être exposée. Il murmura « Te revoilà près de Loia ». Elle répondit « Elle ne me paraît plus une bête, seulement profonde ». Il ajouta « Tu as dompté la mer, tu as vaincu la tempête ». Sa voix n'avait plus la retenue d'autrefois. Thorvald voulut remercier, mais se mit simplement à genoux pour l'aider. Les nœuds cédaient de mal. Parfois il s'y perdait, et Yrsa, retenant un sourire, lui montrait comment tenir la corde. Ils travaillèrent à veiller longtemps. Par instants, leurs regards se rencontraient, puis le silence revenait, chaque fois un peu plus long. Dans cette proximité tranquille, il n'y avait ni gêne ni hâte, seulement la paix rare d'un matin sans vent. Brynhild passa non loin et leur lança un regard pensif. Parfois la mer unit ceux qu'elle sépare, ensuite, marmonna-t-elle, avant de poursuivre son chemin. Le soir venu, le ciel redevint clair. Las du mauvais temps, le village sortit les tables jusqu'à la plage, pour faire sécher les filets au soleil et fêter la fin de l'épreuve. On versa de la bière, on posa du poisson salé, l'un sortit une flûte, l'autre un tambour. La vie revint, et le rire résonna à nouveau sur le fjord après tant de jours d'angoisse. Yrsa s'assit un peu à l'écart, observant Thorvald qui parlait avec son père. Le vieil homme fronçait les sourcils, mais écoutait. Il connaissait le prix du geste de sa fille, et voyait déjà le fil du destin tissé entre eux. Plus tard, quand la fête s'apaisa, Thorvald s'approcha d'Yrsa. Il s'assit près d'elle, tenant une chope de bois, et dit doucement, les yeux sur le feu, « J'ai vu beaucoup de tempêtes, mais jamais un être ne s'y jetait, non par folie, mais par fidélité. » Elle mit du temps à répondre, puis dit, « Je suis venu au bord de la mer pour lui pardonner, et elle m'a forcé à me pardonner moi-même, pour n'avoir pu sauver ma mère. » Ces mots restèrent longtemps gravés en lui. Ils parlèrent jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Yrsa raconta comment sa mère s'était noyée dans la tempête et comment son père ne parla plus jamais de ce jour-là. Thorvald écouta sans la couper, puis ils se turent longtemps. À l'aube, Thorvald voulut l'aider à porter le poisson jusqu'à la taverne. Elle refusa d'abord, puis, voyant son regard têtu, accepta qu'il marche à ses côtés. Les ruelles sentaient la fumée et le poisson séché. Les femmes étendaient le linge, les enfants jouaient avec les chiens. Le monde semblait paisible, et nul n'aurait cru qu'il y a 3 jours, la tempête avait tout ravagé. Brynhild vint à leur rencontre, marchant lourdement. Dans ses mains, un bouquet d'herbes fraîches couvertes de rosée. Elle s'arrêta, parla d'une voix rauque, comme si les mots ne lui appartenaient pas. Parfois la mer rend ce qu'elle a pris, mais pas pour toujours. Seulement pour un temps. Yrsa se troubla. Thorvald la regarda sans comprendre. Brynhild hocha la tête, comme si elle en avait trop dit, et s'éloigna. Après cela, Thorvald trouva toujours prétexte à rester près d'Yrsa. Il réparait les filets, portait l'eau, redressait la porte branlante de sa maison. Les villageois plaisantaient sans méchanceté. Chacun voyait le fil invisible entre eux et savait « c'est la loi du monde, chercher la chaleur dans le froid ». Yrsa, pourtant, cachait ses émotions. Chaque soir, quand le soleil se couchait derrière les falaises, elle gagnait la grève et regardait la mer prendre des reflets d'or liquide. Thorvald venait parfois après, sans mots ni gestes, seulement présent à ses côtés. Un soir où les flots dormaient, il dit « Quand tes peurs seront plus calmes que la mer, tu y entendras la musique. » Elle rit sans amertume. Dans son rire vibrait la haleine du vent léger. Il ne sut que répondre et se pencha seulement pour voir son visage dans le feu du couchant. Mais au village grondait une autre tension. Après la tempête, un navire n'était pas revenu.
Son maître, riche marchand d'un port lointain, accusait les esprits du fjord et exigeait un sacrifice pour apaiser les flots. Brynhild défendait l'ancienne foi, mais le capitaine du navire restait à quai chrétien, prêchait que les offrandes offensent le ciel. Le peuple se divisait de nouveau. Chaque parole tranchait comme une lame. Yrsa sentait cette lutte pénétrer son propre cœur. L'ancien et le nouveau se disputaient son âme. La nuit, allongée sur une peau de mouton, elle pensait à Thorvald. Il croyait en celui qui fut pendu à l'arbre. Mais son regard restait celui d'un marin des dieux anciens. Elle ne savait ce qui dominait en lui, la foi ou cette lumière qui semblait l'entourer quand il parlait. Il l'attirait, comme le vent attire la vague vers le roc, irrésistiblement. Les jours passèrent. La mer est enfin apaisée. Le navire partira bientôt. Ces mots portaient ce qu'ils craignaient tous deux. Le départ. Elle hocha la tête sans lever les yeux. Le vent jouait dans ses cheveux. Thorvald écarta une mèche de son front et murmura : « Il n'est pas encore temps de se dire adieu. » Leurs regards se croisèrent. Un silence s'installa, long, dense, comme le souffle avant la tempête. Dès cet instant, ils surent qu'il s'agissait de plus qu'un attachement ou un souvenir. Quelque chose d'ancien comme la mer bougeait entre eux, une force capable de sauver ou de détruire. Et au loin, sur la falaise, la flamme parut de nouveau, celle qui s'allumait toujours avant les changements. Le matin vint calme et lumineux, comme si la mer voulait réparer ses fautes. L'air était épais de sel et d'odeur de bois mouillé, et la brume couvrait les monts comme la respiration d'un géant endormi. Thorvald se leva avant l'aube. Dans la maison de Brynhild, il faisait chaud. Les senteurs d'herbes et de fumée emplissaient la pièce. La vieille s'affairait près du feu, sans relever la tête, et quand il s'apprêta à sortir, elle dit : « Aujourd'hui est le jour de ceux qui veulent entendre la vérité, le jour des aveux. » Thorvald sentit ce que cela signifiait. Il se rendit au quai, où se dessinait déjà la silhouette d'Yrsa. Elle arrangeait tes cheveux sous un foulard. Sa robe de laine épaisse, d'un bleu profond, luisait faiblement dans la clarté du matin. Une fine ceinture de cuir soulignait à peine sa taille. Ses gestes étaient prudents, assurés comme ceux d'une femme qui connaît toutes les météos, mais empreints désormais d'une légèreté nouvelle, comme un éveil. Thorvald s'approcha. « La mer appelle doucement aujourd'hui, » dit-il à mi-voix. « Elle veut que tu lui fasses confiance. » Elle se tourna. Ses yeux captèrent la lumière du soleil levant, sans peur, emplis de paix. « Peut-être, » répondit-elle, « mais les appels de la mer sont dangereux. Qui les entend une fois ne peut plus vivre sans son murmure. »« Tu n'as plus peur, pourtant ?» demanda Taïl avec un sourire. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Parfois il me semble que la peur dort, sans être partie. » Il désigna une barque attachée au rocher, ses planches brillantes de rosée, les nœuds du cordage solide et neuf. « Allons dans la crique, » proposa Taïl, « là où c'est calme. »« Tu disais connaître un endroit. » Yrsa resta silencieuse, tournant le regard vers les falaises. Puis elle acquiesça, comme résolue à plus qu'à une simple traversée. Ses doigts se crispèrent sur le manteau. Elle le retira, le plia soigneusement et le posa au fond de la barque. Thorvald la poussa, et le bateau glissa sur l'océan. Les rames s'enfoncèrent dans la surface lisse du fjord, lente, régulière. Le bruit de l'eau quéqua contre la coque était presque tendre. Yrsa faisait face à Thorvald. Ses cheveux s'échappaient de son foulard. Son visage restait grave, mais dans ses yeux dansait une lueur d'attente. La mer sous la barque paraissait infinie, et parfois Thorvald croyait qu'ils avançaient non sur l'Obir, mais à travers le temps, là où ni la peur, ni le devoir, ni même la rive n'existent. D'abord, ils se turent. Thorvald sentait qu'un mot suffirait à briser l'harmonie fragile entre eux. Seul résonnait le battement des rames et la respiration d'Yrsa.
Puis elle parla à mi-voix. Ici, dans ce silence, je sens que la mer écoute. Elle n'est pas toujours mauvaise. Elle est juste vivante. Tous ceux qui vivent peuvent être cruels, dit-il, mais seuls les vivants savent piati pardonner. Elle le regarda, surprise, non par le sens, mais par la simplicité de ses mots. Ils avançaient lentement le long des côtes, tandis que le fjord se resserrait, ouvrant devant eux une petite crique cachée entre les falaises. Là, les vagues étaient rares et paresseuses, et les rochers semblaient intouchés depuis des siècles. Sur l'un d'eux, on distinguait la trace ancienne d'une rune gravée jadis par des mains d'ancêtres. « Ici, on appelait cet endroit le refuge du corbeau », dit Yrsa doucement. « Mon père m'y emmenait quand j'étais enfant. Il disait qu'on y entend le souffle de la terre. » Ils laissèrent tomber l'ancre, une pierre liée d'une corde, et la barque s'immobilisa sans presque tanguer. Tout autour semblait figé. Seule la mousse murmurait près des rochers. Thorvald regarda les falaises. On y sentait la présence des anciens mythes. Il lui sembla qu'Odin avait posé la main sur ces pierres. Un instant lui revint en mémoire l'avertissement du capitaine. Ne fais pas confiance à une terre où les esprits païens sont encore plus puissants que les dieux nouveaux. Il en avait ri alors, mais plus à présent. Yrsa pencha la main sur l'eau, traçant des cercles de ses doigts. « Petite, je croyais que des dieux vivaient ici, » dit-elle. Puis j'ai compris que ce n'était qu'un reflet du ciel. Tout ce que nous craignons vit en nous-mêmes. Thorvald se tut, écoutant le vent glisser entre les falaises. Son regard glissa vers elle. Le soleil effleurait sa peau, dessinant l'ombre fine de son cou. Elle portait en elle la même force et le même calme que la mer après l'orage, cette paix qui suit la lutte. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. Yrsa tendit la main, hésitante, comme craignant qu'il ne la refuse. Ses doigts touchèrent les siens. « Merci, dit-elle, de ne pas avoir ri quand j'avais peur. »« J'ai vu beaucoup de courageux, répondit-il, mais jamais personne qui affronte la tempête pour un autre. » Yrsa détourna le regard. Ses lèvres tremblèrent. « Cette tempête m'a changé. Avant, je croyais que la force, c'était rester debout. Maintenant, je sais. Parfois, la force, c'est d'accepter de laisser partir la peur. » La mer bruissait doucement, comme c'est en accord. Un sourire effleura la joue d'Yrsa, fin, presque invisible, mais plus chaud que 1000 mots. Sur l'eau, leurs reflets se joignaient sans se toucher, 2 lueurs du même soleil. Thorvald avança la main et écarta une mèche de ses cheveux. Le geste était simple, presque accidentel, mais tout bascula. Elle leva les yeux, et le temps s'arrêta. Entre eux, plus rien, ni crainte, ni distance, ni parole. Il murmura. Puis-je voler à la mer un seul instant de paix? Elle ne répondit pas, mais ne détourna pas les yeux. Son souffle se fit plus doux. Alors il se pencha. Leurs lèvres se rencontrèrent, un baiser semblable à la première pluie après la sécheresse. Fragile, plein de vie. Il contenait tout, la gratitude, la peur, l'espérance. Quand ils se séparèrent, Yrsa rit doucement, un rire de délivrance. « Tu apaises vraiment la mer, » dit-elle. « Elle n'a même pas levé de vagues pour nous renverser. » Il sourit en retour. Ils restèrent immobiles, tenant la barque par les bords comme pour retenir le monde. Au loin cria une mouette, et l'écho répondit des rochers. Thorvald pensa que peut-être c'est pour ces instants que les hommes affrontent les tempêtes, pour sentir un jour qu'ils sont vivants. Quand le soleil atteignit le zénith, Yrsa proposa le retour. Le trajet fut plus calme. Elle maniait et les rames avec assurance. Nul tremblement, nulle hésitation. Thorvald la regardait sans l'aider, observant sa maîtrise, la lumière du vent dans ses cheveux, l'éclat des gouttes sur ses cils. Elle n'était plus la jeune fille pétrifiée devant les vagues, mais une femme qui avait rencontré sa destinée. Ce soir-là, le village se rassembla dans la grande maison pour un festin. Le capitaine avait décidé de donner un repas de remerciement. Pour le salut du navire
et la clémence des dieux. Sur les tables se tenaient des bols d'argile remplis de gruau, des cruches de miel, du poisson fraîchement pêché. Les hommes riaient, les femmes chantaient les vieilles chansons où se mêlaient noms de dieux païens et figures du monde nouveau. Thorvald était assis près du feu. Sa fatigue se lisait dans ses traits, mais son sourire demeurait. Yrsa arriva plus tard, un pichet en main. Sa robe claire, simple, brillait dans l'ombre, et ses yeux brûlaient d'une flamme tranquille. Elle versa du miel dans sa coupe et dit doucement : « On dirait que la mer t'a libéré. Demain, votre navire pourra partir. » Il hocha la tête. Oui, demain. Ces deux mots pesaient que lourd. Elle sentit un serrement en elle, mais se tut, déposa le pichet et s'assit à côté. Le tumulte du festin s'effaça, remplacé par leur propre silence. « Quand tu seras parti, dit-elle, la mer redeviendra la même, mais pas pour moi. » Il se tourna. La mer ne redevient jamais la même. C'est nous qui la souvenons autrement. Alors qu'elle nous garde vivants en mémoire, répondit-elle d'une voix tremblante. Thorvald voulut prendre sa main mais se retint. Autour d'eux, on chantait, on trinquait, on racontait des voyages, et eux demeuraient là, séparés seulement par la conscience que tout ce qui est beau sur cette terre passe vite, comme le souffle du vent. Quand la fête prit fin, Yrsa sortit. Le ciel resplendissait d'étoiles. La lune pâle flottait au-dessus du fjord. Le vent portait l'odeur salée de la mer. Elle ferma les yeux, écouta les vagues. Et pour la première fois, n'y trouva pas de peur. Dans leur murmure vibrait sa propre voix, claire et posée. Thorvald la rejoignit sans bruit. Nul mot n'était nécessaire. Ils restèrent côte à côte, tandis que la lune se reflétait dans l'eau et que leurs ombres se mêlaient. Yrsa leva les yeux vers lui. Dans le silence marin, leur souffle formait la réponse à une question encore invisible, mais déjà sue. Et quand, dans le ciel, passa un vol de corbeaux, son cœur se serra. Elle savait que le choix viendrait, entre le devoir et l'amour, entre la rive et le large, entre la paix et le chemin. Ce jour-là, elle descendit vers l'eau sans hâte, observant chaque pierre, voulant toutes les retenir, témoin rond et muet de la vie au bord du fjord. Thorvald, sur le pont, surveillait les préparatifs du départ. Son regard montait au ciel, redescendait à la mer, sans repos. Il semblait chercher dans l'aube une réponse qu'il ne trouvait pas. Le capitaine, grand homme à seau au bandeau sur l'œil, inspectait mâts et cordages, mais vit que Thorvald manquait de son ardeur habituelle. Il s'approcha. « Si tu veux faire tes adieux, va. Mais ne tarde pas, le vent favorable ne patiente jamais. » Thorvald acquiesça. Dans la voix du capitaine, point de moquerie, seulement la connaissance. Parmi les marins, toute histoire d'amour finit de la même manière. Là-bas, sous les cris des mouettes, au bord de l'horizon. Il descendit lentement la passerelle, les planches gémissant sous ses bottes. Yrsa l'attendait au bord de l'eau, près d'une vieille pierre, où l'on faisait jadis offrande à la mer, une pièce, du pain, un tissu déchiré. Aujourd'hui, seuls quelques brins d'herbe sèche y demeuraient, et l'air portait ce parfum du reflux, un peu de miel, un peu de fer. Quand Thorvald approcha, elle ne se retourna pas tout de suite. Ce fut seulement lorsque le vent ôta sa capuche et qu'il dit son nom qu'elle leva les yeux. Il s'arrêta devant elle. Un pas les séparait, plus long qu'une traversée. « Le capitaine dit que c'est l'heure, » murmura Théil. « Le vent a tourné. Si nous n'appareillons pas aujourd'hui, il faudra attendre 3 jours. » « 3 jours, » répéta Théel. « Est-ce ce beaucoup ?» Il ne sut que répondre. Un moment, ils restèrent ainsi, tandis que le vent soulevait ses tresses, et dans ce mouvement, il y avait plus de mots que dans 1000 discours. « Je ne veux pas t'appeler à me suivre, » dit-il enfin. « Je n'en ai pas le droit. Ici sont ta maison, ton peuple, ton rivage. »
Je sais, murmura Yrsa. Il hocha la tête, le regard perdu vers la lumière du large. Son cœur battait avec peine. Chaque fois que je repars, j'ai l'impression de laisser un fragment de moi là où ont marché mes pas. Mais cette fois, Yrsa, ce fragment ne restera pas dans la terre. Il restera en moi. Elle baissa les yeux. Ne dis pas cela, c'est trop. Pas trop, répondit-il. Nous savons tous deux que les mots changent rarement le destin. Mais je dois le dire, ce qu'il y a entre nous n'est pas un hasard. Ni cette tempête, ni le fait que tu m'aies sauvé. Je sens que cette terre, ce fjord, la mer elle-même voulait que je te rencontre. Il fit un pas vers elle. Elle recula à peine, non de peur, mais de douleur. Thorvald ne dit rien de plus. Si tu continues, je ne saurais plus te laisser partir. Et tu partiras quand même. Tu as ton devoir, d'autres rivages t'attendent. Thorvald jeta un regard vers le navire dont la voile se gonflait déjà. Il savait que le devoir n'est pas un simple mot. Chez les siens, un serment vaut plus que la vie. Pourtant, en cet instant, son honneur et son passé paraissaient vains. Il se rappela les mains d'Yrsa dans la tempête, chaude, obstinée, vivante, et comprit qu'on retient le monde non par l'épée, mais par une caresse. « Peut-être, dit-il à voix basse, je pourrais rester, un temps. » Elle leva vers lui les yeux, vite, avec douleur et espoir mêlés. Rester? Pourquoi faire? Il voulut répondre mais ne trouva pas de mots. Il posa la main sur son épaule. Sa paume rencontra la sienne, et tout se dit à sans parole. Pourquoi, répéta-t-elle en chuchotant, si plus tard tu dois encore partir? Mieux vaut que la mer t'emporte maintenant, que d'entendre son souvenir m'appeler chaque jour. Il laissa retomber sa main. Le vent s'éleva, les vagues blanchissaient de mousse. Il semblait que la mer elle-même rappelait l'heure. « Je ne te demanderai rien, dit-il. Je voulais seulement savoir si tout cela pour toi n'était qu'un hasard de tempête. » Elle resta muette un instant. Dans ses yeux dansait la lumière du fjord. Enfin, elle répondit « Non, pas un hasard. Mais je ne peux pas appeler cela destin. Je ne sais plus en quoi ma foi est la plus forte. Dans les dieux qui ont pris ma mère, ou dans le Dieu que prêchent les chrétiens. Toi, tu es de ceux qui marchent sous la croix. » Thorvald soupira. « Oui, mais par nécessité, non par conviction. Ceux qui commercent avec le Sud parlent le langage de leurs prêtres. Mais la mère Yrsa, la mer est plus ancienne que tous les dieux, et je ne la crois pas plus cruelle que les hommes. » Elle sourit à travers ses larmes. Moi aussi. J'ai commencé à le croire. Il fit un pas encore, et le vent fut témoin de leur silence. Ce n'était pas de la passion entre eux, mais la sérénité brûlante de deux vies qui s'étaient incroisées et allayant se séparer en laissant une trace. « Et si je te disais « Viens avec moi » demanda-t-il enfin. « Accepterais-tu » Elle se tut longtemps, puis secoua la tête. « Non, même si je le voulais. Non par peur de la mer, mais parce que je ne saurais vivre sans ce rivage. Ma terre, ce sont mes racines. Les arracher, c'est mourir. Et moi je dois vivre, pour me souvenir, pas pour fuir. » Il l'écoutait, admirant la solidité de sa voix. C'était cette force rare des âmes qui choisissent non selon le cœur, mais selon la vérité. « Alors je reviendrai, dit Thorvald. Quand j'aurai achevé mon chemin, quand je pourrai revenir sans être un étranger. » Revenir ne veut pas dire rester, murmura-t-elle. Mais cela veut dire se souvenir, répondit-il. Ils restèrent immobiles. Le vent gonflait les voiles. Les marins criaient à Thorvald de revenir. Il ne bougea pas. Il voulait tout garder en mémoire. Ses mains serrant le bord de sa robe, ses cheveux argentés dans la lumière, la ligne du rivage derrière elle, d'où sa nouvelle vie avait commencé. Yrsa s'avança, sans un mot, et posa ses lèvres sur les siennes. Un baiser d'adieu.
ni rapide, ni ardent, mais doux et plein d'espérance, comme on ferme une porte en promettant de revenir. Quand elle se détacha, elle dit doucement « Va », tant que la mer est clémente. Il hocha la tête, incapable de parler, et se détourna. Il marcha vers le navire, sentant son regard dans son dos, le cri des mouettes lacérant l'air. Son âme était vide, mais d'une clarté paisible, où demeurait son image. Le navire se détacha lentement du quai. La mer le prit sans colère, comme une mère qui laisse partir son fils. Yrsa resta debout jusqu'à ce que la voile devienne une tache blanche. Quand le navire disparut enfin derrière la falaise, elle ferma les yeux et entendit dans le murmure des vagues une voix, une promesse sans mots. Elle s'agenouilla, trempa la main dans l'eau, et la mer répondit par un frémissement léger, comme un serment. Rien de ce qui fut ne s'efface. Cela vivra en ses profondeurs jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un revienne pour l'entendre à nouveau. Ce soir-là, Maëta, au-dessus du fjord, plana longtemps un corbeau solitaire. Noir, morceau de nuit dans l'or du couchant. Yrsa leva les yeux, se rappelant les mots de Brynhild. Parfois le corbeau vole devant le destin pour ramener ceux qui sont partis. Et, pour la première fois depuis des années, elle formula une prière sans savoir à quel Dieu elle parlait. Que la mer soit clémente envers celui qu'elle aime. Thorvald partit ce jour clair, et dès lors le village sembla perdre de sa lumière. Quand le navire disparut derrière les rochers, Yrsa demeura figée sur le quai, craignant de se retourner vers sa maison. À partir de cet instant, sa vie se partagea en un avant et un après. Elle recommença à travailler, nettoyant le poisson, séchant les filets, aidant son père à réparer les barques. Les gens la regardaient même comme un signe, celle qui avait vaincu la peur de l'eau, symbole du temps nouveau, fille qui écoute la mer autant que les dieux. Mais en elle vivait un vide, pareil à la brume du matin, beau mais froid. Le temps passa, des mois, peut-être des années. Un soir où le soleil touchait les flots, un messager arriva au port. Un garçon d'une quinzaine d'années, pieds nus, une besace en bandoulière. Il venait du sud, disait-il, où il avait entendu les hommes d'un marchand du Nord parler d'un grand vent, de mâts brisés et d'un marin nommé Thorvald, qui avait sauvé son capitaine avant de disparaître dans les vagues. Ces mots la frappèrent comme un souffle glacé. D'abord, elle ne voulut pas y croire. Puis elle demanda où, quand. L'enfant ignorait que les détails. Seulement qu'un été, au rivage d'un jarle, une tempête avait éclaté. La mer avait tout entendu. Cette nuit-là, elle parla. Le vent monta de l'ouest, les nuages s'amoncelèrent, et le premier tonnerre roula sur les montagnes comme le pas d'un ancien dieu. Les villageois fermaient les volets, rentraient que le bétail, tiraient les barques à couvert. Mais Yrsa ne se cacha pas. Elle sortit, pieds nus, sans manteau, le vent fouettant son visage. Quelqu'un cria « Ne va pas !» Elle n'écouta pas. Son cœur battait comme le tambour des prêtres pendant le rituel. Les vagues enflaient, lourdes, sombres, grondantes. Chaque coup contre les pierres portait la mémoire. La tempête passée, la voix de sa mère. Et maintenant cet appel, non la peur, mais l'invitation. Yrsa s'approcha du bord. Le vent hurlait, les éclairs déchiraient le ciel. Le goût du sel glissa sur ses lèvres, elle comprit qu'elle pleurait. Le vent murmurait entre les flots, et dans ce murmure, elle crut entendre son nom. « Thorvald, si tu vis encore, réponds !» Le fracas grandit. Une vague se dressa plus haute que toutes et frappa la côte. Les éclaboussures lui couvrirent le visage et les cheveux. Alors, tout près, entre les crêtes brunes, elle vit une voile blanche. Un instant, et son cœur manqua un battement. Un navire approchait du fjord. Là où, le matin même, il n'y avait que vide, se dessinait la silhouette d'un kneur. Les gens coururent au rivage. Quelqu'un cria « Les voilà et s'y sont revenus !» Yrsa se mit à courir aussi, poussée par un vent devenu soudain complice.
Le navire avançait lourdement mais sûrement, comme s'il connaissait déjà le chemin du retour. Les cordages étaient rapiécés. Les planches portaient les marques des tempêtes. Quand il atteignit le quai, elle distingua à la poupe un homme debout, grand, la tunique trempée, le manteau plaqué à ses épaules. Il tenait le gouvernail, défiant vent et vagues. Lorsque le navire accosta, Torvald sauta sur la grève, chancela, puis se redressa. Le monde sembla s'arrêter un instant. Il leva les yeux, et leurs regards se rejoignirent. Les siens, couleur du large, et ceux d'ambre d'Yrsa. Tout entre eux, la distance, le vent, la tempête, avaient disparu. Yrsa fit un pas, puis un autre. Ensuite, elle se mit à courir. Il ouvrit les bras, et elle s'y jeta comme on revient chez soi. Leur corps se frémissait du froid et du vent, mais dans ce frisson palpitait la vie, forte, indomptable. Le tumulte, comme honteux, s'apaisa, et la pluie se changea en poussière tiède. Autour d'eux, le village criait, célébrait le retour du navire. Mais ils n'entendaient en rien. Il n'y avait que cet instant, un baiser où se mêlaient peur, devoir et amour. Plus tard, dans la grande maison, le feu brûlait. Les hommes buvaient du miel, fêtant le salut. Les femmes soignaient les marins blessés avec des herbes et des linges. Torvald était assis près de l'âtre, le visage coupé par le sel et le vent. À ses côtés, Yrsa lissait la paume de sa main, rugueuse et écorchée. Quand le tumulte s'atténua, il dit doucement « Nous avons été pris dans une tempête au Cap, là où la mer rencontre les vents du sud. Le capitaine est passé par-dessus bord. J'ai plongé après lui. Je pensais ne pas revoir la surface, mais la mer ne m'a pas pris. Elle nous a rejetés vers les rochers, où des pêcheurs nous ont trouvés. Je suis resté 3 jours inconscient. Quand j'ai ouvert les yeux, la première image qui m'est venue, c'était tes yeux. Alors j'ai su que je ne pouvais pas rester là-bas. Le vent nous a poussés vers le nord. Je n'imaginais pas que la mer me ramènerait ici. Elle écoutait, et la flamme se reflétait dans ses prunelles. Elle t'a ramené, dit-elle doucement. Elle savait. Il sourit, là mais heureux. Oui, les anciens dieux, les nouveaux, qu'importe. L'essentiel, c'est qu'elle a été clémente. Brynhild s'approcha d'eux, une coupe fumante entre les mains. Elle la posa devant Torvald, jeta à Yrsa un regard plein de cette bonté ancienne des femmes qui ont trop vécu. Puis elle s'éloigna, et la maison vibra encore de rires et de chants. Anciens et nouveaux, païens et chrétiens. Les voix se mêlaient comme si la vie elle-même chantait. Yrsa et Torvald restaient côte à côte, sans cacher leurs doigts entrelacés. À l'autre bout de la table, le capitaine leva sa coupe et lança « À la jeune femme qui n'a pas eu peur du danger !» Tous répétèrent entre le cri, les chopes cognèrent le bois, le miel coula sur les planches. Le père d'Yrsa, homme taciturne, au visage ridé, s'avança vers Torvald et posa la main sur son épaule. Aucun mot, seulement un regard ferme, plein d'approbation. Torvald inclina la tête. Ce silence valait serment. Tard dans la nuit, ils sortirent. L'air était frais, chargé d'odeurs de bois mouillé et de mousse. Au loin, la mer grondait encore, mais paisiblement. Au-dessus du fjord flottait une lune ronde, dont le reflet tremblait sur l'œillet, pareil à un cœur prêt à bondir. « Tout est fini ?» dit Yrsa. « Non, » répondit Torvald. « Tout commence. » Elle le regarda et sourit. « Tu repartiras ?»« Oui, mais pas pour toujours. J'ai désormais un lieu où revenir. Le capitaine m'a donné ma part du fret. Je pourrai commercer seul. Revenir ici à chaque saison que la mer accorde. » Elle ne répondit pas, mais son silence valait acceptation. Ils restèrent là, observant les éclats argentés courir sur les haies. Torvald passa son bras autour de ses épaules. Elle posa la tête contre sa poitrine et murmura « Je n'ai plus peur de la mer, mais j'ai peur du vent parce que c'est lui qui t'emporte.
Alors le vent saura ce qu'il doit protéger, dit-il. Je te laisserai un signe pour que tu te souviennes. Le matin, quand le village dormait encore, on trouva devant la maison d'Irsa un petit paquet noué d'un fil marin. À l'intérieur, un fragment d'ambre où reposait une goutte d'air de mer, comme si l'océan lui avait donné son cœur, et un anneau de cuivre torsadé, simple, brut mais chaud de ses mains. Une note y était attachée, écrite d'une écriture maladroite. Tant que tu garderas ceci, je reviendrai. Thorvald partit ce jour-là même. Le capitaine ne voulut pas retarder le départ. La mer promettait d'être clémente, et le vent portait juste. Yrsa demeura sur le rivage, serrant l'amulette dans sa paume. L'Oé était calme, le vent favorable, et le navire s'éloignait doucement. Elle ne pleura pas. Seulement, elle suivit du regard la voile blanche jusqu'à ce qu'elle se fonde dans la ligne de l'horizon. À ses côtés se tenait Brynhild, appuyée sur son bâton. « Tu le laisses partir bien aisément, » dit la vieille. « Non, » répondit Yrsa, « je le laisse partir comme il faut. Serre trop fort ce que tu aimes, et tu le brises. » Brynhild sourit. « Fille sage, la mer t'a appris plus que moi en toutes ces années. » Quand le soleil effleura la mer, Yrsa se retourna enfin vers sa maison. Ses pas étaient légers et sûrs. Elle savait désormais qu'au cœur des hommes peuvent vivre ensemble le rivage et la mer. L'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Ils ne sont que des miroirs. Les mois passèrent. L'automne vint, puis l'hiver. Le vent glacé apportait de l'horizon des rumeurs. On disait que des marchands étrangers avaient rencontré dans un lointain port du Nord un homme grand, aux yeux couleur des eaux du Nord, qui racontait aux anciens l'histoire d'un fjord où vivait une femme ayant vaincu la peur. Les gens riaient, croyant à une légende. Mais ceux qui savaient écouter entendaient dans ces mots la vérité. Quand le printemps revint, Yrsa reprit la mer, sans crainte de la profondeur. Elle menait la barque d'une main sûre, telle une femme qui sait qu'au-delà des vagues s'ouvre la route, non la mort. Parfois, son père l'accompagnait sans rien dire, ramant à ses côtés. Un jour, il murmura « Ta mère serait fière de toi. » Yrsa sourit, les larmes aux yeux. « Je le sais. » Quand le soleil montait sur l'eau, elle regardait au loin et disait doucement « Si la mer garde la mémoire, elle transmettra mes mots jusqu'à lui. » L'océan répondait par un murmure d'écume, un chuchotement. Et peut-être bien loin, parmi les vents du sud et les tempêtes salées, un homme levait les yeux au ciel à cet instant même, sentant dans son cœur une vague familière. Ainsi le temps suivait son cours. Thorvald revenait chaque printemps, lorsque le fjord dégelait et s'ouvrait aux navires. Chaque fois, il rapportait quelques nouveautés, tissus, parures, récits de terres lointaines. Mais surtout, il rapportait lui-même, et chaque fois Yrsa l'attendait, au même endroit où, jadis, elle l'avait tiré du naufrage. Leur amour ressemblait aux marées, inévitable, rythmique, éternel. Le village fit de leur histoire la sienne. Les anciens racontaient aux enfants la fille et le marin, leur enseignant que la vraie force n'est pas de vaincre la peur une fois pour toutes, mais d'apprendre à vivre à ses côtés. Que la mer prend, mais qu'elle redonne, si l'on croit encore. Des années passèrent. Yrsa était devenue mère. Ses enfants jouaient sur la même grève. Elle s'asseyait près de l'Eusio, regardant le couchant. Thorvald à ses côtés portait quelques mèches grises, mais son regard restait clair comme au premier jour. Il prit sa main. « Tu te souviens? Tu disais alors que tout allait trop vite, comme une tempête. » Elle acquiesça. « Je me souviens, tu avais raison. Mais sais-tu ce que j'ai compris? Les tempêtes ne durent pas toujours. Mais ce qu'elles se changent reste pour toujours. » Yrsa appuya la tête contre son épaule. « Je suis heureuse que cette tempête ait existé. » Ils restèrent écoutant la mer conter ses histoires éternelles. Au-dessus d'eux passaient des mouettes.
Leurs cris emplissaient le ciel d'une musique simple, pure, infinie. Et lorsqu'une brise d'été se lève encore dans les nuits claires, les vieilles femmes du village disent « C'est leur tempête. Elle revient nous rappeler que l'amour, comme la mer, peut être farouche, mais demeure pur. » Leurs enfants sourient à demi, écoutant, tandis qu'au bord des vagues brille un éclat d'ambre, petit soleil laissé par celui qui devint une part du destin. Et la mer, éternelle et sage, garde cette histoire dans ses profondeurs, la confiante aux flots, au vent et à ceux qui savent entendre. Toutes les histoires ne finissent pas comme le veulent les cœurs humains. Nous cherchons dans chaque amour l'éternité, la promesse, la suite, mais la vie choisit rarement ses chemins. Parfois, l'amour vient non pour demeurer, mais pour montrer la route, pour nous sortir de l'ombre, pour briser les murs où nous nous cachions. Ainsi en fut-il de Yrsa et Thorvald. Leur rencontre eut lieu entre deux mondes, entre le passé et l'avenir, entre la peur et la liberté, entre l'habitude et le courage. La mer n'a fait que choisir le moment, comme elle heurte deux vagues. Et de ce choc naquit non la ruine, mais le sens. Yrsa vivait prisonnière de la peur. Elle craignait l'eau, mais plus encore le souvenir du jour où elle lui avait pris sa mère. La peur était devenue sa maison, sûre, mais glaciale. Et voici que la mer, cette ennemie d'autrefois, lui envoya une épreuve, et avec elle un homme qui devint son miroir. Thorvald venait d'un monde où les tempêtes sont quotidiennes, où l'on regarde le danger sans détour. Il n'était pas plus brave qu'elle. Seulement, il ne fuyait pas. C'est cela qui éveilla en elle la force endormie. Leur rencontre fut comme un éclair, trop soudaine pour être comprise, trop vive pour être oubliée. Elle l'avait sauvée, mais en vérité, elle s'était sauvée elle-même. Pour Thorvald, cette histoire fut une leçon. La force n'est pas dans la lutte contre la tempête, mais dans le soin envers ceux qui vivent au rivage. Il avait erré durant des années entre ports et orages. Mais dans ce fjord, enfin, il comprit que la mer n'est pas la liberté. La liberté, c'est choisir l'endroit où ton cœur bat, à l'unisson du monde. Leur amour fut bien un orage d'été. Soudain, bouleversant, éclatant, il toucha, illumina, purifia. Après lui, tout changea. L'air plus clair, le ciel plus vaste, les arbres plus solides. Ils ne furent pas tout l'un pour l'autre pour l'éternité, mais ils rendirent leur vie plus profonde. Yrsa resta sur sa rive, mais sans craindre la mer. Désormais, dans les flots, elle voyait non la mort, mais le chemin. Le vent ne lui semblait plus menace, ni les vagues cauchemars. Elle l'avait appris. À aimer la force même qui jadis lui avait pris sa mère, car elle comprit que peur et amour cohabitent, et que l'un doit être lâché pour accueillir l'autre. Thorvald repartit sur les flots, car telle était sa voix. Mais dans chaque vent caressant son visage, il reconnaissait son souffle. Dans chaque ressac, il entendait sa voix. Ils ne s'appartenaient pas, mais ils appartenaient à cet instant, à cette tempête qui fit d'eux ce qu'ils étaient. Le véritable amour ne demande pas toujours l'éternité. Il est souvent ce bref instant où deux cœurs coïncident sous le même ciel. Et pourtant, cet instant peut durer toute une vie, une éternité intérieure. Car l'éternité n'est pas dans la durée, mais dans la trace qu'elle laisse. Yrsa et Thorvald en furent l'exemple. Preuve qu'un amour peut être vrai sans devenir destin. Ils nous ont appris que la bénédiction ne réside pas dans la possession, mais dans le fait de laisser l'autre libre, non par indifférence, mais par respect. C'est là la forme la plus pure de l'amour. Permettre à quelqu'un d'être soi, même si son chemin s'éloigne du tien. Ainsi fait la mer. Elle ne retient pas, elle relâche les navires, les âmes, les souvenirs, et ramène seulement ceux qui doivent revenir. Et si un jour le vent amène de nouveau un navire aux voiles blanches dans ce fjord du Nord, où vit encore une femme aux yeux couleur d'ambre,
ce ne sera pas hasard, mais volonté de la mer elle-même. Et même s'il ne revient pas, leur histoire demeurera. Non comme une tragédie, non comme une perte, mais comme la mémoire de cela. Qu'un seul orage suffit pour changer à jamais la mer, le cœur et l'homme.